Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Enfin, là voici la GL4. Alors vous avez vu différentes étapes, vous avez vu comment je l'avais planifié, vous avez vu quand j'ai fait la tête et maintenant le montage final avec un petit peu là, le bed, vous avez tout vu ça. Puis ça a été tout qu'un projet, je vous dirais. Puis avant d'aller plus loin, je veux juste remercier ceux qui ont rendu possible ce projet-là, c'est-à-dire premièrement les supporters de la chaîne, parce que j'ai acheté quand même pas mal de pièces pour cette imprimante-là. Ensuite de ça, 3D Printing Canada, qui ont fourni tout ce qui est électronique, surface pour le bed, tous les connecteurs, tout ce genre de trucs-là. Ensuite de ça, je veux remercier aussi Dies Design, qui ont fourni la tête, le détecteur de filament, l'extrudeur au complet. Puis Igus, qui ont fourni les chemins de câbles et une bonne partie des fils pour l'imprimante. Donc, merci à vous d'avoir rendu ça possible. Ça a été un super projet. Je pense que c'est mon imprimante, de toutes les imprimantes, je sais pas, je suis peut-être rendu à 60 imprimantes que j'ai testées, c'est définitivement ma préférée. Puis je vais vous dire pourquoi dans un instant, à travers la vidéo. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette imprimante-là? C'est la GL4. Pourquoi GL pour Goro Loco? Pourquoi 4? J'ai fait la GL1, qui est celle-ci en arrière, que j'ai modifiée plusieurs fois. Celle-là est rendue à GL3, puis je vais pas mal l'arrêter à GL3. Puis là, j'ai dit, je vais faire la prochaine GL4. Ça ne me tente pas de donner des noms catchy, genre la Super Duper imprimante Core XY avec des noms étranges ou des noms de tableaux périodiques. Fait que je l'ai juste appelée GL4. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une Core XY. Elle a de surface imprimable 370 de X, 390 de Y avec 475 de Z. Normalement, ça c'est la structure de la Kieha SX4 ou anciennement Mamoribot SX4 parce que maintenant c'est Kieha qui l'a fait. Cette imprimante-là, elle avait 400 par 400 par 500. Étant donné le design, la grosseur des pièces, elle a un petit peu moins de surface. Honnêtement, ça ne me dérange pas bien. J'ai besoin de... Les pièces que j'imprime rentrent là-dedans, donc c'est pas un souci. Elle a deux axes pour le Z qui sont synchronisés, ce n'est pas des axes indépendants. Ensuite de ça, elle a une tête Dies, elle a un BL Touch, elle a un extrudeur Dies aussi. Le X est sur rail, le Y est sur roue. Ensuite de ça, tous les câbles passent par des chemins de câbles. Elle a dedans une SKR Pro 1.2 avec un écran TFT 35 E3 de Big Tree Tech. Elle a une alimentation de 150 watts pour la tête et l'électricité, si on veut. Ensuite de ça, elle a le bed, c'est la seule chose qui me reste à changer, le chauffage pour le bed. Là, présentement, j'ai une surface de 30 par 30 parce que j'avais une 40 par 40 de 1400 watts. Puis 1400 watts, ça tirait 11 ampères. Quand j'ai mis mon ampèremètre dessus, c'était 11 ampères. Plus l'imprimante, alors il aurait fallu que je me mette un breaker suffisamment et j'ai brisé mon bed par accident, ma surface chauffante. Donc j'ai mis une que j'avais temporairement, c'est une 600 watts, mais là j'en ai commandé une de 800 watts qui va arriver prochainement. Elle a 380 par 380, donc elle va bien rentrer en dessous, elle va tout chauffer ma surface adéquatement. Et là présentement, ça le fait quand même bien, c'est 30 par 30. J'ai juste un petit peu sur les bords que ça prend plus de temps à chauffer, mais je m'organise pour imprimer au centre. Donc, c'est pour ça que j'ai juste une alimentation de 150 watts parce que le bed est alimenté sur le 110. Ensuite de ça, je vais vous montrer la logique bientôt. J'ai un Octopi avec un Raspberry Pi dedans. Et puis, j'ai un relais, un Solid State Relay, un SSR, pour faire chauffer tout ça avec deux alimentations indépendantes. Puis là, vous allez me dire pourquoi deux alimentations indépendantes? C'est qu'il y en a une qui est pour le bed et l'autre qui est pour le circuit parce qu'à l'origine, je vais mettre un breaker juste pour le bed. Ensuite de ça, j'ai deux caméras dessus. J'ai la caméra de l'Octopi et j'ai une caméra de surveillance 1080p. Puis, j'ai oublié de le mettre, mais il est juste ici. Un petit relais ici qui supporte 1360, il me semble c'est combien de watts déjà? Il me semble que je l'avais calculé. 1250 watts. Donc, je mets mon imprimante là-dessus pour la contrôler à distance avec la caméra qu'on va voir dans un instant. C'est 1275 watts. C'est suffisant en masse. Là, présentement, je tire à peu près 700 watts, 750 watts avec la tête et tout le maximum. Ça, c'est au démarrage quand tout se met à chauffer d'un coup sec. Mais après ça, je descends en bas du 300 watts à peu près. Donc, ça ici, je peux contrôler mon imprimante à distance. Vous allez le voir dans un instant, je vais le laisser ici. On va regarder un petit peu
La tête, on va regarder un petit peu les différentes options qu'il y a dessus. On va descendre puis on va finir par la logique. Attention, mise en garde, je ne suis pas bon dans la gestion de câbles. D'accord? Les câbles, c'est laid en arrière, mais une fois fermé, c'est pas si pire. Cette imprimante-là n'a pas été faite pour être esthétique, mais bien fonctionnelle. Puis au fur et à mesure que je vais vous montrer les pièces, je vais vous montrer les différentes capacités, on va dire, de ces différentes pièces. Donc, je vais y aller caméra à la main, puis je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, on va commencer par la tête. Alors ici, on a la tête Dies que je vous ai présentée dans une autre vidéo avec l'extrudeur. Cette tête-là fonctionne extrêmement bien. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec. Ensuite de ça, j'ai mon BL Touch ici. Et voyez-vous, sur le côté, j'ai fait quelque chose ici, là. J'ai ma vis d'ajustement et puis j'ai des petites marques. Je vais essayer de vous les montrer. J'ai des petites marques pour l'ajuster. Des fois, il faut que je le monte d'1 mm ou 2 mm. Alors, comme ça, je peux le savoir facilement. Ensuite de ça, sur le dessus, j'ai pris des connecteurs DB25. Il n'y a pas de puissance qui passe là-dedans, ce n'est que les senseurs. Ici, par exemple, j'ai ma tête de chauffe 24 volts. Puis, vous voyez ici, j'ai un ventilateur, un sensor. Puis pour les ventilateurs, c'est des fils doubles. Est-ce qu'on va le voir? C'est des fils doubles qui sont connectés, donc j'ai utilisé 2 fils. Cette chaîne de câble-là, c'est une chaîne que j'avais. Ce n'est pas Igus qui l'a fourni, pour la simple et unique raison que ceux des Igus étaient trop lourds. Donc, je l'ai passé simplement là-dedans. Alors, on a la rail linéaire ici. On voit-tu? C'est une MTN12. Donc, elle se déplace très, très bien. Ensuite de ça, la tête se déplace sur les chariots. Ici, j'ai fait un petit adapteur pour recevoir les deux chaînes de câbles. On a la chaîne de câbles Igus qui est prête pour la guerre. Alors, c'est vraiment une bonne chaîne de câbles avec les fils Igus qui passent dedans. Je me suis fait un petit support à fil pour pouvoir les amener jusque dans la boîte contrôleur. Alors ça, c'est pour ce côté-ci. Si on regarde maintenant de ce côté-ci, alors j'ai mon PTFE qui rentre. Puis le problème avec les corps XY, c'est que le PTFE traîne tout le temps. Donc ici, j'ai mis une petite lanière de stainless steel que j'avais, alors qui permet de bouger facilement, puis qui vient jusque dans mon détecteur de filament Dies, ici. Puis, lui, il va jusqu'à la carte mère. Ensuite de ça, vous voyez, il y a un petit interrupteur. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait à l'instant. Donc, je vais ouvrir. L'interrupteur est juste ici, hein. Il y en a 2, à vrai dire. Alors, on a le BL Touch qui part. Et ici, voyez-vous, c'est des bandes de LED que j'ai installées ici. Donc, à partir de l'interrupteur, je peux ouvrir ou fermer comme je veux les lumières. Bon, j'ai un support de filament sur le côté, mais il ne sert plus. Il faut juste que je l'enlève. C'est temporaire, puis j'ai oublié de l'enlever. J'ai mon support de filament qui est ici dans le bas. Là, ici, j'ai mon fil de ma GoPro que je vais tasser. Je ne l'avais pas vu. Donc, en passant, c'est ici, ça ne fait pas partie du... c'est une caméra que j'ai mis temporairement là. Alors, ça ici, c'est mon support de filament qui est simplement tenu. C'est un support de filament, je pense, d'un G-Tech que j'ai mis après. Et mon filament rentre relativement droite dedans. Je ne sais pas si on arrive à le voir là. Là, c'est parce qu'il est à gauche du filament, mais ça rentre très très bien ici. Puis, est poussé, étiré par la tête jusqu'ici. Donc, ça, c'est pour la tête. Si on regarde maintenant ici, vous voyez, j'ai une petite caméra sans fil que j'aimante et que je peux replacer. Alors, c'est une petite caméra que j'ai prise chez TomTop. Alors, c'est une caméra qui a le Night Vision. Puis, la qualité est beaucoup meilleure que celle du Raspberry Pi. Celle du Raspberry Pi me sert pour faire des time-lapse, mais celle-ci pour faire une surveillance de la pièce. Cette caméra-là, je vais mettre les liens dans la description, elle va super bien. Puis, donc, c'est ça, je l'utilise pour gérer mon imprimante à distance. Puis, la batterie dure quasiment 6 à 7 heures. Sinon, je vais juste brancher un fil USB dedans pour la supporter plus de temps. Puis, ça ici, c'est magnétique, donc je peux l'aimanter. Bon, j'ai d'autres choses. J'ai pas d'autre chose après qu'elle l'aimanter, là. Mais ici, j'ai mis simplement une petite braquette que j'aimante après. Parlant de ça, je veux vous mettre en garde sur quelque chose. Lorsque vous mettez du IoT, du Internet of Things, c'est-à-dire des caméras intelligentes, c'est ce genre de prise-là, dans le fond, tout ce qui n'est pas un ordinateur puis qui contrôle de quoi à distance, faites-vous un réseau à part. Je vous explique pourquoi. Ce genre de produit-là, je dois installer un logiciel sur mon téléphone ou sur ma tablette pour les gérer. Normalement, c'est sécuritaire, mais vous pouvez tomber sur des produits qui sont
qui ont des logiciels malicieux ou qui ont des vulnérabilités dedans. Donc, moi, j'utilise du IoT chez nous, d'accord? Puis, c'est sur un réseau complètement séparé. C'est-à-dire, ce réseau-là n'a accès qu'à Internet et les équipements ne peuvent pas se parler entre eux. Donc, ils peuvent juste aller sur Internet. Donc, moi, quand... ben là, j'ai un système un petit peu plus complexe, là, mais quand je veux parler à partir de mon réseau interne à cet équipement-là, je sors de mon réseau. Alors, j'ai un routeur ici. Alors, ça va dans le routeur et ça revient de ce côté-là, mais eux ne peuvent pas aller vers moi. Moi, je peux aller vers eux, mais eux ne peuvent pas aller vers moi. Donc, c'est une question de réseautique. Ça s'appelle une DMZ. Alors, j'ai différentes DMZ pour mes IoT. Puis, les caméras et puis ce genre de trucs-là sont là-dedans. Comme ça, s'il y a une vulnérabilité, je ne me ferai pas pirater. Puis, ils vont peut-être pouvoir pirater ma caméra, mais les caméras, je les ferme quand je ne les utilise pas. Puis, le IoT, dans le pire des cas, ils vont fermer l'imprimante au besoin, mais ils n'auront pas accès à mon réseau local. Cependant, il y a certains devices qui permettent de scanner les réseaux. Donc, si votre mot de passe de réseau local n'est pas sécuritaire, bien, à partir d'un IoT, il pourrait le pirater. Donc, faites attention au IoT. Prenez juste des grandes marques ou du moins des marques connues ou des produits qui ont été testés. Moi, ce que je fais ici, je suis équipé pour tester s'il y a des choses malicieuses qui sortent de mes composantes IoT, puis mes réseaux sont assez sécurisés pour ça. La seule chose, c'est qu'il faut que je protège, par exemple, les caméras, je les ferme quand je m'en vais le soir ou quand je n'en ai pas de besoin. De toute façon, même s'ils écouteraient ce que je dis ici, ben, j'espère qu'ils vont juste s'abonner à la chaîne. Donc, on continue la visite de l'imprimante. Ici, en avant, j'ai ma caméra. J'ai ma caméra pour mon Raspberry Pi pour faire les time-lapse. Ensuite de ça, on regarde en dessous du bed. En dessous du bed, ici, je me suis fait une petite pièce. J'ai rajouté cette pièce-là pour pouvoir rajouter justement cette pièce-là. Puis là, on voit ici, cette pièce-là est en PETG, qui est vissée par deux vis. Puis ici, j'ai une autre vis. J'ai cette vis-là qui passe en dessous puis qui vient pousser en dessous de mon bed. Cette pièce-là est en polycarbonate. Puis là, je ne la désajusterai pas, là. Mais une fois qu'elle est ajustée, je viens juste serrer cette vis-là et ça vient écraser cette vis-là. Ça ici, c'est pour remonter le centre de mon bed. Parce que mon bed, des fois, il fait un creux comme ça, là. D'accord? Puis ça ici, ça permet de pousser vers le fond pour qu'il soit au niveau. Ensuite de ça, on a le fil de ma caméra. Et on a les fils du bed qui sortent dans une chaîne IGUS qui va jusqu'en arrière, ici. Alors, je les ai fait sortir ici parce que... Oups, excusez-moi. Je les ai fait sortir ici parce que c'était plus pratique, là. Mais j'aurais pu les faire sortir là aussi. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai plus bas? J'ai mon synchronisateur. Celui-là, c'est pas le plus beau. Je l'ai fait, ça fait longtemps. Puis, mais il marche encore bien. Donc, c'est ma courbe. À vrai dire, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que j'avais pris une courroie beaucoup trop longue. Puis j'avais fait ça ici, mais ces synchronisateurs-là, je peux l'ajuster de plein de façons. Puis j'ai des roulements à billes un peu partout, donc il va super bien. J'ai décidé de le garder parce qu'il fonctionnait bien. Ensuite de ça, j'ai l'écran Bigtree Tech, ici, avec le firmware de base. Mais qu'est-ce que j'aime de lui, c'est que je peux aller aussi en mode Marlin, là, avec le simulateur de LCD 12864. J'ai remarqué qu'il ne bascule pas d'un à l'autre. Il faut juste que je le démarre en mode simulateur. Je vais la fermer et la réouvrir. Et puis là, ça fonctionne. Puis là, ensuite, je vais pouvoir me promener d'un à l'autre. Mais il faut que je démarre en mode Marlin si je veux pouvoir y avoir accès. Et je ne sais pas pourquoi, mais bref, c'est ça. Alors, on est ici la GL4. Et je peux retourner en mode graphique ici comme ça. Avec les petits messages que j'ai mis. Et en mode Marlin. Qui devrait apparaître. Ah oui, c'est beau, il est là. Alors, tout simplement comme ça ici. Ensuite de ça, je me suis fait des câbles pour... parce que j'ai besoin de 3 câbles. Là. Alors, je me suis fait des câbles pour aller jusque dans la boîte de contrôle à l'arrière. Et ici, j'ai mon Raspberry Pi avec mon fil de caméra, mon port USB. Et sur le dessus ici, c'est ma carte SD avec mon firmware parce que je change souvent le firmware. Puis j'étais tanné d'aller ouvrir en arrière. Donc, je me suis mis une extension de carte SD ici tout simplement avec mes fils qui sortent ici et de l'autre côté j'ai ma caméra Raspberry Pi qui passe dans mon chemin de câble ici. Maintenant on va aller à l'arrière. Alors c'est ici que s'opère la magie. Alors on va commencer avec la carte mère, c'est une SKR, là c'est à l'envers, mais c'est une Bigtree Tech SKR Pro 1.2. J'ai des drivers TMC 2209 dessus, j'ai encore de la place pour 2 autres drivers. Donc, je pourrais mettre Dual Z avec ou je pourrais mettre 3 extrudeurs dessus. Ici, j'ai mes câbles pour mon écran. Ici, j'ai le câble pour la partie TFT de l'écran.
comme je vous ai dit, je ne suis pas bon dans la gestion de câbles. Ici, j'ai mes end stop. Alors, il a fallu que je reprogramme les pins parce que par défaut, c'est le Y, X, Y et Z plus sont réservés pour les détecteurs de filaments. Donc, ce que j'ai fait dans mes pins de mon board du Marlin, j'ai changé celui-là ici pour le mettre X+, parce que j'avais un X+, et un Y-. Donc, c'est ça. Mon BL Touch, il vient ici. En passant, petit détail. Ici, j'ai la sortie de mon bed, et puis le plus est là, et le moins est là. Sur la 1.1, sont inversés. Le plus est là, et le moins est là. Donc, il y a un problème d'impression sur le board, là. C'est identifié comme lui le plus, lui le moins, mais si vous regardez comme il faut, ils sont vraiment inversés. Le plus est là et le moins est là, donc faites attention. Aussi, la 1.1, le BL Touch n'a que 4 pins, tandis que lui a 5 pins. Je vous recommande fortement le 1.2 versus le 1.1. Ensuite de ça, j'ai la SKR là, qui est configurée par défaut. Ici, on voit l'extension de carte SD pour le firmware. Ici, on voit, on essaie de voir en tout cas, le fil USB qui va jusqu'à mon Raspberry Pi. Ici, vous voyez, j'ai mon alimentation pour le Raspberry Pi qui est décollé un petit peu parce que je l'ai collé, ça fait pas longtemps. Puis, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris simplement un chargeur USB que j'avais, pas un chargeur USB, mais l'alimentation officielle de Raspberry Pi que j'ai connecté ici après mon 110 volts. Puis ici, inquiétez-vous pas, tout est bien sécuritaire sur mon connecteur, je ne voulais pas briser mon chargeur, c'est pour ça. Puis j'ai mon fil ici officiel Raspberry Pi qui va jusqu'à mon Raspberry Pi. L'alimentation, c'est pas un manuel, mais c'est quand même une bonne alimentation qui est silencieuse, 150 watts, 24 volts. Et puis ici, j'ai mes deux entrées 110 volts. Et ça, c'est mes couettes de fil qui viennent de la tête, qui vont à mes différentes composantes à gauche et à droite. Ici, j'ai mon relais SSR. Et ici, j'ai un ventilateur qui part uniquement lorsque mes axes sont en mouvement et qui arrête 30 secondes après. Et voilà. Et puis, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que les petites pattes ici, c'est les pattes de silicone d'origine de mon Raspberry Pi que je ne veux pas perdre. Donc, si un jour je veux les réutiliser, je vais juste avoir à mettre du tape, du ruban double face et je vais avoir mes pattes d'origine sur le boîtier d'origine. Ensuite de ça, je vais pouvoir imprimer rapidement. Puis, je voulais mettre 2 moteurs par axe. Mais je me suis rendu compte que lorsque mon axe bouge, okay, mes 2 moteurs travaillent tout le temps. C'est-à-dire, lorsque je veux que, là je ne me rappelle plus exactement si c'est ça, mais lorsque je veux que mon axe se déplace droite comme ça, il va faire fonctionner les 2 moteurs dans le même sens. S'il veut que, en tout cas, bref, dépendamment de comment ça bouge, mes 2 moteurs bougent tout le temps. Donc, j'ai tout le temps la puissance des 2 moteurs simultanément pour déplacer ma tête. Donc, ça fait que je ne suis pas obligé de mettre 2 moteurs. Je peux aller très très vite avec de cette façon-là, sans être 2 moteurs. C'est juste que je me suis aperçu que mes moteurs chauffaient. J'ai ajusté le voltage. Quand je baissais le voltage un petit peu, là je commençais à avoir un petit peu de layer shift quand j'imprimais très vite. Mais j'ai simplement mis 2 petits radiateurs dessus pour régler ça. Donc c'est des radiateurs qui sont collés et que j'ai mis une attache en nylon autour, tout simplement. Alors puis mes moteurs se tiennent autour de 35-40 degrés maximum là, lorsqu'elles travaillent vite. Elle est très silencieuse au driver. La qualité qui sort de cette imprimante-là est phénoménale. Alors, j'ai un Benchy, il me semble que j'ai un Benchy pas loin. Je vais vous le montrer, je vais le retrouver. Là. Au pire, je vais en imprimer un. Et la qualité qui sort de ça, je suis vraiment surpris. La tête d'Aise est juste fantastique. J'ai imprimé, là, je ne vais pas faire un concours de beauté d'impression. Là, je vais montrer juste quelques prints. Là. Mais cette imprimante-là est capable d'imprimer tous les matériaux. La tête va jusqu'à 500 degrés. Je l'ai montée autour de 350 pour faire un test. Aucun problème. Elle monte vite jusqu'à 350. Je suis capable d'imprimer du polycarbonate avec. Je suis capable d'imprimer... théoriquement, je serais capable d'imprimer du PEEK avec. On en reparle dans un instant. Mais la qualité qui sort de la tête est... J'ai une rétraction de 2 mm, ce qui est le maximum. Là. Puis, c'est juste fantastique. Le profil que j'ai mis dessus, c'est un profil que j'utilise, un profil générique. Puis, ça fait vraiment une différence. La tête fait vraiment une différence. La tête d'Aise, je l'aime énormément. Cependant, c'est une tête qu'on va retrouver dans les machines plus industrielles. C'est une tête qui est faite pour travailler des milliers d'heures. Elle est compacte, elle est petite.
Elle monte jusqu'à 500 degrés. Elle est facile à réparer. On peut changer la tête en quelques instants, comme j'ai montré dans l'autre vidéo. Là, juste avec une petite clenche, je l'enlève. Donc, c'est vraiment génial. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai mis aussi un ventilateur à l'arrière, comme vous vous souvenez dans l'autre vidéo. Le ventilateur des matériaux aspire la chaleur de la tête. Le ventilateur souffle. Ils ne sont pas parfaitement alignés, puis ils ne sont pas nécessairement proches. J'ai quand même un 3-4 cm à l'arrière. Puis mon ventilateur de matériaux va prendre l'air qui sort de là et la souffle. Je me demandais si l'air n'allait pas être trop chaude, mais pas du tout. Avec mon thermomètre laser, l'air qui sort de la bulle, c'est à peu près autour de 40 degrés. Donc, gros maximum de 40 degrés. Des fois, normalement, c'est plus autour de 30-35 degrés. Donc, du fait qu'elle est refroidie constamment. Donc, l'air qui rentre dedans, c'est un air à 35-40 degrés. Et l'air qui est soufflé dans ces alentours-là, qui refroidit suffisamment les matériaux, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, j'aime bien mon concept de aspirer l'air chaud. Comme ça évite aussi que mon air de ma tête, là, du bloc de refroidissement, aille partout sur mon print. Aussi, ce que je veux faire, je vais pouvoir changer le bloc qui aspire, là, le conduit d'air qui aspire, qui va sortir complètement à l'arrière pour mettre le Zimpur dessus, pour aspirer, par exemple, si j'imprime de l'ABS ou quelque chose de même. Ensuite de ça, mon opinion de la carte SKR 1.2, c'est vraiment une carte fantastique. Elle est chère, cependant, elle est chère parce qu'il y a beaucoup d'options dessus. Si vous allez dans la mini SKR ou quelque chose de même, vous allez avoir selon moi la même qualité. Les drivers font une grosse différence. Mais au niveau des options, la SKR Pro 1.2, elle est juste fantastique. Le firmware est facile à mettre en place, à configurer. En passant, je vais mettre mon firmware disponible à tous. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser. Évidemment, vous allez devoir l'ajuster pour votre imprimante, mais toutes les configurations, toutes les options, le ventilateur qui porte tout seul, vous pourrez toujours chercher dedans pour voir comment j'ai fait. Donc, c'est ça. En passant, j'ai essayé le mode sensorless. C'est-à-dire que pour niveler l'imprimante, pour faire les mises à zéro, la carte et les drivers ont la capacité de détecter quand les moteurs arrivent en fin de course. Ça marchait super bien, mais j'avais plein de faux positifs. J'ai essayé pendant à peu près 3 jours de trouver parce que c'est entre 0 et 255, je pense, ou moins, ou quelque chose de moins. Je ne me rappelle plus des valeurs exactes, ça fait déjà un certain temps, là. Mais j'ai essayé toutes les valeurs possibles, puis j'avais tout le temps des faux positifs. Puis pour le Z, c'est le Z qui le marche mieux, mais ce n'est pas recommandé avec des vis, vu que ça met de la pression sur les vis. Donc, après avoir joué avec ça durant des jours et des jours, j'ai simplement dit, je vais retourner avec des contacts. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, j'ai laissé faire le sensorless. Mais je suis arrivé à le faire fonctionner, mais je l'ai abandonné parce que j'avais trop de faux positifs. Je n'avais pas assez de précision. Donc, c'est un petit peu tannant. L'autre chose aussi, si vous n'utilisez pas le mode sensorless et que vous voulez utiliser soit un BL Touch ou les détecteurs de fin de course normale, puis que vous avez les drivers Big Tree Tech avec, vous savez, les 2 pins supplémentaires, là, vous devez couper la pin qui est plus au centre. Sinon, ça ne marchera pas. On appelle ça la pin de diagnostic, là. Si vous ne coupez pas la pin ou vous la dessoudez, peu importe, hein, si vous ne la coupez pas, vous ne serez pas capable de faire fonctionner les détecteurs de fin de course. Il ne le détectera pas et ça va mal marcher. Autre chose aussi, moi je contrôle le voltage, je l'ai mis en mode SPI. Donc, je contrôle le voltage à partir du logiciel ou à partir simplement du menu. À partir du menu, je peux dire quel voltage que je veux mettre sur mes moteurs. Cependant, ne le faites pas durant un print parce que ça brise le print. Alors, dans le sens que l'imprimante décale complètement, puis ça fait comme un super layer shift, là, c'est pas le fun du tout. Ensuite de ça, mes autres expériences, oui, il faut que je vous parle de quoi. J'ai grillé, je vous explique. J'étais pressé, je faisais ça un matin, il devait être 6 heures du matin, puis je voulais juste faire fonctionner mon bed. Elle était toute prête, il restait juste le bed à mettre en place. Alors, je connecte ça rapidement et je me trompe. C'est-à-dire que j'ai envoyé du 24 volts de mon alimentation à mon circuit qui sort du 3.3 volts. Alors, j'ai vu une flamèche sortir de la... C'était une 1.1. J'ai vu une flamèche sortir de la carte mère. Puis, parce que dessus, là, sur la SKR, on voit, là, il y a mon 3.3 volts, mon 5 volts, puis mon, je pense que c'est 24 volts ou 12 volts. Hein. C'est du... Attendez, j'ai la lumière qui m'aveugle. J'ai une lumière pour mon 3.3 volts, mon 5 volts et mon 12 volts. Mon 3.3 volts ne fonctionnait plus. Alors, j'ai regardé,
J'avais 2-3 composantes qui ont grillé dessus, je les ai changées. J'avais mon AM117 3.3 qui semblait défectueux. Ensuite de ça, j'avais un coil qui était défectueux. J'avais un inducteur qui était complètement grillé. Donc, je les ai changés. La carte n'a jamais refonctionné. Ça fait que j'ai commandé une nouvelle carte. La carte m'avait été offerte par 3D Printing Canada, puis là, je me sentais mal d'en demander un autre. Fait que j'en ai commandé une autre. Je l'ai payé 100 $, pas loin de 100 $. Puis, je me suis aperçu que les drivers avaient grillé aussi. Alors, j'ai changé mes 2209. J'ai branché mon écran marchait étrangement et elle devenait brûlante. Alors, le chip en arrière, là, il atteignait 100 quelques degrés. Puis, alors, je l'arrêtais, puis je me disais, est-ce qu'elle était comme ça avant? Et non. Lorsque ma carte a grillé, ça l'a fait griller aussi une partie de le mode TFT ne fonctionnait plus. Donc, mon écran était grillé, il a fallu que j'achète un autre écran. Ensuite de ça, je me suis aperçu que quand ça l'a grillé, la carte était reliée à mon ordinateur. D'accord? Et mon ordinateur, depuis que j'ai grillé mon ordinateur à cause d'une imprimante, je mets tout le temps un hub USB, là, où j'ai plusieurs prises, complètement isolé, avec une alimentation externe. C'est un port qui est quand même, il y a 9 ports dessus, puis c'est du USB 3, il vaut quand même assez cher, et lui aussi a grillé. Donc, mon erreur m'a coûté une carte mère, les drivers, ensuite de ça, un écran et un hub USB. Donc, toute la logique était pétée dessus, dans le fond. Et mon BL Touch, lui, a été correct. Le reste a été correct, mais ça m'a coûté autour de 250 $. Ça, 250 $. 100 plus celle-ci est à 165 $, plus les drivers. Non, c'est plus 300 $. Donc, j'étais pressé et 300 $ qui ont parti en fumée, c'est le cas de le dire. Ça fait partie des aléas de la vie. Donc, c'est pour ça que je me remercie beaucoup les supporters de la chaîne qui ont permis que j'achète ces composantes-là, parce que c'est 300 $ quand même. Donc, le reste, le relais SSR, c'est le relais SSR que j'avais dans une de mes vieilles Tornado, que j'avais changé pour... pourquoi déjà? Je ne me rappelle plus, mais je n'avais un autre en main. L'alimentation, c'est une alimentation que j'ai pris. C'est les mêmes alimentations que Artillery utilise dans la X1. Ils sont silencieux. Et puis, ben, pour le reste, c'est pas mal ça. Donc, on va la regarder fonctionner un petit peu. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire dessus? Théoriquement, là, elle fonctionne comme une super imprimante. Okay? Ce que je veux faire maintenant, je veux m'imprimer des espaceurs ici, d'accord? Pour pouvoir la fermer complètement, Coroplast, pour pouvoir imprimer. Puis en passant, tout va être fermé sauf la logique. Là. La logique, l'extérieur va avoir un ventilateur pour le refroidir, mais pour pouvoir imprimer dans une chambre vraiment, vraiment chaude. Donc, je vais mettre le Coroplast. Je pense que le Coroplast va résister à une chambre à 80-90 Celsius, selon moi, je l'espère. Puis elle va être fermée en haut. Je voulais la fermer en plexiglas, mais juste en plexiglas, ça m'aurait coûté à peu près 500 $. Je n'ai pas 500 $ à mettre sur un caisson. D'accord?
Donc, je vais probablement me faire un caisson en coroplast et le devant va être en plexiglas. Le panneau de plexiglas va coûter à peu près 60 $ et les panneaux de chaque côté vont coûter à peu près 15 $ du panneau jusqu'en haut. Donc, je vais en avoir pour 45 $. Puis, je vais fermer le dessous aussi parce que le dessous, moi, je la mets sur des étagères en grillage. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait des courants d'air ou quelque chose de même. C'est un projet pour plus tard. Je vais faire ça après les fêtes. Présentement, je la trouve vraiment géniale comme elle est là. Je trouve, en passant, la languette de stainless steel, d'acier inoxydable que j'utilise pour tenir le PTFE, je l'ai pris dans un balai d'essuie-glace, un wiper comme on dit au Québec. Alors, j'utilise ça pour faire mes déverrouillages. Puis, je me suis dit, hey, ça va faire super bien, puis ça l'a fait super bien. Donc, c'est ça. C'est ma GL4 qui fonctionne enfin. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à la monter, sauf quand j'ai tout grillé, mais ça, c'est de ma faute. Puis, c'est ça. Alors, j'ai essayé des nouvelles choses. Le connecteur avec les DB25, je trouve que c'est une bonne idée, sauf que c'est laid. Je ne peux pas fermer les couverts là, de la façon que j'ai placé dessus. Est-ce que je referais ça comme ça? Non, probablement pas. Peut-être que si un jour je refais la tête, je ne ferai pas ça de même. Je vais simplement faire que les connecteurs rentrent dans des bornes directement. Autrement dit, ma couette de fil là, qui vient, là, ça va être juste être les connecteurs avec des... j'ai encore oublié le nom. Vous avez les choses rondes qu'on écrase autour. Là, des... Pas des marettes. Des marettes, c'est pas ça. Bref, le genre de truc là qu'on écrase autour. Alors, ça va être qui va se connecter directement dans une série de bornes. Ça va être plus facile comme ça que les connecteurs parce que je le défrais jamais de toute façon. De toute façon, le connecteur ne passe pas dans le chemin de câble. Donc, j'avais une bonne idée, mais à bien y repenser, non. Je ne referai pas ça. Faire de quoi de plus esthétique. Donc, mais pour plus tard, présentement, elle fonctionne. Je voulais une imprimante fonctionnelle, pas esthétique, et elle est super fonctionnelle. Je suis très, très content de cette imprimante-là. Donc, c'est ça. On va regarder un petit peu le menu parce qu'il y a des choses intéressantes dans le menu à cause des configurations que j'ai mis dans le firmware. Donc, je vais changer la caméra, on va regarder le menu, puis je vous montre ça. Donc, si on regarde dans le menu, bon, évidemment, j'ai les déplacements, j'ai l'auto-home, les homes pour les différents axes. Ici, je peux faire l'auto-home, je peux leveler mon bed, je peux ajuster l'angle de mon bed comme ça ici. J'ai mon Z-offset, c'est-à-dire lorsque je fais mon home, la différence entre le home et le bout de la buse. Et je peux quand même faire un level corner, autrement dit, pour faire mon leveling plus générique. Et je peux sauvegarder les différents settings. Ça, c'est quand même le fun. Ensuite de ça, je peux désactiver mes steppers. Au niveau de mes températures, bon, je peux ajuster mes températures, ma vitesse de ventilateur. J'ai mis les configurations pour le PLA et le PETG. Dans configuration, je vais finir par Advanced Configuration, mais ici, j'ai mon Z-Offset qui est la même place que l'autre. Ici, je peux ajuster mes ventilateurs. OK? Ici, j'ai mon Idle Period, autrement dit, quand il est tranquille, durant combien de temps qu'il continue de refroidir mes TMC à l'arrière dans ce cas-là. Ensuite de ça, bon, les différentes choses pour mon BL Touch, le faire sortir, le faire rentrer, faire un test. Mon détecteur de filament, alors je peux l'enlever ou le mettre au besoin. Ici, je peux ajuster la température directement à partir d'ici, de mon préchauffage. Puis on va aller dans Advanced Settings, c'est là que c'est intéressant. Alors ici, bon, je peux ajuster mon offset à partir d'ici. Ici, je peux ajouter ma vélocité maximum. Ici, je peux ajouter mon accélération. Ici, j'ai aucune idée c'est quoi. Alors, je ne l'ai pas développé encore. Ici, j'ai encore mon offset par rapport à ma buse. Donc, au lieu de... Parce qu'avant, il fallait tout le temps changer dans le firmware. Mais là, je peux le faire directement à partir du menu. Donc, si des fois, je vois que mon offset n'est pas bon, autrement dit, la position de mon BL Touch versus ma buse. Là. Hop là, j'ai sorti du menu. Alors, on était ici. Parfait. Mon nombre de steps par millimètre. TMC driver. Ça, c'est cool. Ici, je peux ajuster le voltage de mes différents drivers, de mes différents steppers, directement à partir du menu. Puis, je peux changer le
non, le type de stepping excusez-moi, pour activer le Stealth Chop. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi le Stealth Chop, je vous invite à regarder qu'est-ce que c'est. Il y a certains avantages à mettre le Stealth Chop. C'est beaucoup plus silencieux aussi. Mes températures, ici, l'auto-temp, pour faire un ajustement automatique du bed. Minimum, maximum. Ça, c'est pour mon bed. Alors ici, on a l'Advanced Setting là, pour les filaments. Je ne me sers jamais vraiment de ça, à vrai dire. Je peux flusher mon ePrompt, faire une remise à 0, tout simplement. Donc, il y a quand même des choses intéressantes. Si je reviens dans Main, bon, j'ai mes options de changement de filament que je ne me sers jamais non plus. Bon, je peux enlever la carte à partir d'ici, imprimer à partir de la carte. Donc, ça, c'est pour le mode 128-64. Si je vais à partir du menu TFT, alors je vais juste prendre de quoi pour que j'ai pas trop les mains dans le chemin, là. Alors ici, je peux faire mon preheat. C'est toujours basé sur la même configuration en passant, là. Alors, je vais faire le preheat pour le PLA. Donc, si on regarde ici, là, il met la buse à 200 et mon bed à 60. Ensuite de ça, bon, ben, je peux faire mon home. Le home des différents axes. Là, il est en train de faire le home de l'imprimante. Ici, je peux faire mon leveling, mon auto bed leveling. Dans le fond, ça ressemble aux options qu'on avait précédemment, mais graphiques. Je peux faire sortir, rentrer du filament à différentes vitesses, différentes distances. Bon, ça ici, c'est cool. Alors, admettons, je veux voir l'état de mes détecteurs de fin de course. Alors, je peux faire un M119 direct d'ici. Hop là, je recommence. Alors, ici, je vois, par exemple, là, parce que je l'ai fait 2 fois, je vais recommencer M119. Alors, je vois ici l'état de mes différents détecteurs de fin de course. Donc, je peux faire mes diagnostics directement à partir d'ici. Je pourrais faire un G28 pour faire un home. Puis alors, il va faire son home tout simplement. Puis il est en train de le faire. Donc, je trouve ça vraiment bien pour pousser des G-codes. Ici, je peux mettre différentes choses custom, si je voudrais, que je ne pourrais pas mettre dans les menus. Dans les settings, je peux ajuster la calibration de l'écran, tous les paramètres de la machine. Alors, le nombre de steps par millimètre. Ensuite de ça, bon, le voltage des différents drivers, le feed rate, l'accélération, ainsi de suite. La même chose qu'on retrouvait sur l'autre menu, mais graphique. J'ai encore mon terminal ici que je peux utiliser. Puis, si j'avais des LED, je pourrais changer les couleurs à partir d'ici. Peut-être un jour, je vais en mettre, mais pas pour l'instant. Bon, on a l'information par rapport au firmware et tout ça. Je peux la déconnecter, autrement dit déconnecter l'écran de la carte mère. Et je peux ajuster le baud rate que j'ai mis à 115 200. Ensuite de ça, c'est pas mal pour les menus. Et puis ici, là, je peux choisir un print. Alors ici, j'utilise la carte SD qui est dedans. Et je dois sûrement avoir un Benchy quelque part là-dedans. 3D Benchy. C'est parti. Alors ici, on voit, il va mettre le bed à 205. Excusez-moi, la buse à 205. Le bed à 60. Le ventilateur présentement est à 0 et ainsi de suite. Alors on voit ici, ça c'est mon X-, mais c'est mon Y+. Donc là, je devrais peut-être nettoyer la buse parce qu'il y a beaucoup de stock après. Donc on voit ici, l'impression est vraiment silencieuse. Là, j'ai une petite mousse en arrière que je ne veux pas qu'il vienne dans mon print. Et voilà. Alors l'imprimante est vraiment précise, elle est silencieuse. Elle va vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc le bruit qu'on entend, c'est le ventilateur ici qui refroidit le stepper. J'ai pris un ventilateur avec 2 bearings. J'ai pris un 40 par 20, c'est-à-dire il est plus épais, il y a plus d'airflow, mais il est moins bruyant. Là, ce qu'on entend, c'est le refroidissement des matériaux qui embarquent, mais c'est le bruit maximum qu'elle va faire. Elle est silencieuse, définitivement. Puis elle est quand même très, très performante dans le sens que je peux aller très vite avec. Là, je pense que j'imprime à 70 mm par seconde. Puis, ben, c'est ça. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Elle a tout ce que je veux d'une imprimante. Puis, ça, c'est vraiment le fun. Maintenant, vous allez peut-être me demander, Dominique, si je veux me faire une imprimante comme ça, comment ça me coûterait? Écoutez, moi, j'avais déjà la structure.
Puis d'autres vont me demander pourquoi tu n'as pas fait la structure. J'avais déjà la structure, puis l'aluminium, ben, ça coûte cher. Les extrusions d'aluminium coûtent cher. Mais si j'ai fait le calcul, si j'avais voulu la faire tout au complet, incluant la structure, elle m'aurait coûté à peu près 2200 $. Voyons, Dominique, il n'y a pas pour 2200 $ de stock dessus. Je peux acheter une Rikeka, puis rajouter 2-3 pièces dessus, puis avoir la même chose. C'est vrai. Cependant, si j'avais acheté les pièces toutes individuellement, c'est 2200 $ que ça allait coûter. Juste la tête vaut au-dessus de 500 $. Mais vraiment plus au-dessus de 500 $ avec le détecteur de filaments et les pièces d'extra qu'ils m'ont donné, c'est plus autour de 700 $. L'imprimante, juste à elle, normalement vaut 1000 $ parce que j'ai pris la Rikeka, mais elle vient avec la tête et tout. Donc, j'ai calculé ça là-dedans aussi. Il y a à peu près pour le bed, toutes les extrusions, les supports de métal, parce qu'il y a des pièces qu'il faut faire machiner, c'est ce que ça coûte, c'est 1000 $. À moins que je les machine moi-même, je pourrais sauver un petit peu des coûts. Ensuite de ça, la carte mère, c'est facilement 100 $. C'est 15 $ du driver TMC 2209 parce que j'ai pris ceux de Big Tree Tech. Malgré qu'ils m'ont coûté un petit peu moins cher parce que je les ai eu en spécial. L'alimentation, le relais SSR, le Raspberry Pi. Ensuite de ça, les caméras qu'il y a dessus, les chemins de câbles, ça monte assez vite. Alors, c'est à peu près 2200 $ canadiens. Hein. On parle à peu près quoi? 1600, 1700 €. Donc, c'est quand même une belle imprimante. Est-ce que ça vaut 1700 €? Est-ce que ça vaut 2200 canadiens? Je ne crois pas. OK? Si une compagnie déciderait de produire ces imprimantes-là en série, je crois qu'ils pourraient les sortir autour de 1500 $, 1300 $ peut-être dans ce coin-là. Ben, peut-être 1500 $. Donc, c'est sûr que ça ne vaut pas 2200 $ s'il serait imprimé, s'il serait monté en série. Mais comme celle-là est unique, c'est normal que ça coûte plus cher. Là, si vous me dites, Dominique, je veux m'en faire une identique à la tienne, c'est bonne chance parce que moi, je l'ai monté avec le temps. Puis, j'ai fait les pièces selon les composantes que j'avais. J'ai essayé de dépenser le moins possible. J'ai essayé de récupérer le plus de choses possible que j'avais. Donc, c'est ça. J'ai fait mes propres câbles pour éviter d'acheter des câbles. Les câbles, ça m'aurait coûté à peu près 50 $ de câbles. Donc, je les ai fait moi-même. J'ai juste acheté les connecteurs à 15 sous, puis je les ai fait moi-même. J'ai fait le plus de choses moi-même possible. Et je voulais m'assurer aussi que tous les connecteurs soient bien crimpés, qu'on dit sertis. Là. Puis, j'ai retrouvé le mot des choses qu'on sert, c'est des férules. Les férules. Alors, les férules, j'ai pris des férules de bonne qualité que j'ai fait moi-même. Je me suis assuré que tout était correct. Même si le filage n'est pas beau, tout est soudé. Il y a de la gaine thermo-rétractable sur tout. J'ai aucun fil qui est à l'air. Elle est sécuritaire. Donc, j'ai fait une imprimante sécuritaire parce que je ne voulais pas avoir d'ennui avec. Et je l'ai testé là, durant plusieurs heures pour m'assurer qu'elle n'aurait pas de trouble. Donc, c'est ça. Ça ne vaut pas 2200 $ si elle serait produite en série, mais si vous en faites une, c'est ce que ça va vous coûter à peu près. Peut-être moins si vous machinez vous-même les pièces et tout ça. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire cette imprimante-là. Je me suis cassé la tête beaucoup. C'est ça. Je pense que si, mettons, vous voulez vous monter votre propre imprimante, je pense que c'est une bonne idée. Mais pas comme première imprimante. Comme deuxième imprimante au moins, parce que vous allez avoir besoin d'une première imprimante pour imprimer vos pièces pour l'autre imprimante. Mais vous pouvez acheter par exemple une Ender 3 ou une Artillery Hornet ou ce genre d'imprimante-là qui ne coûte pas cher pour imprimer vos pièces en PETG par exemple. Moi j'ai essayé d'imprimer le plus de choses en PETG pour pouvoir faire votre imprimante. Puis c'est ça. Je pense que ça peut être très amusant et c'est très instructif. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a d'autres options que j'aurais pu mettre dessus. J'aurais pu mettre un graveur laser, j'aurais pu mettre des trucs comme ça. Mais je l'ai fait pour ce que j'avais de besoin et ce que j'avais envie de faire. Donc, c'est ça qui est important, c'est que l'imprimante réponde à vos besoins. Moi, j'aime imprimer des grosses pièces. J'aime qu'elles soient silencieuses. J'aime pas être limité sur les produits sur lesquels j'imprime. Je vais pouvoir imprimer du polycarbonate, du nylon, ce truc-là. Donc, c'est pour ça que je vais me faire un caisson. Et c'est pour ça que j'ai fait cette imprimante-là. Puis, je veux qu'elle imprime vite aussi. Des fois, je veux juste quelque chose de rough, comme on dit, qui n'est pas nécessairement bien détaillé, mais qui sort rapidement, que j'ai ma pièce rapidement. Puis, avec ça, avec la dies, je peux mettre une buse de 0.8. Ça va sortir extrêmement rapidement. Je vais pouvoir faire des gros prototypes rapidement et tout ça. Donc, merci encore une fois à 3D Printing Canada qui ont fourni toutes les pièces. En passant, toutes les pièces que j'ai nommées, ils vont être dans la description de la vidéo si des fois vous êtes intéressé. Merci à 3D Printing Canada qui ont fourni beaucoup dans cette imprimante-là. Merci à Dice pour la tête.
Merci aussi à Igus et merci aux supporters de la chaîne qui ont rendu ce projet possible. D'ailleurs, les supporters de la chaîne sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez la GL4, s'il vous plaît, mettez un like. Mettez aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez changé, qu'est-ce que vous ajouteriez, sur le genre d'imprimante que vous aimez, des imprimantes que vous avez déjà fait peut-être. Mettez ça dans les commentaires. Je ne réponds pas à tous les commentaires, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, mais je les regarde tous. Donc, s'il vous plaît, mettez les commentaires. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ça, encore une fois, mettez un like. Merci beaucoup et à bientôt.